DJ Wheeler, bonjour. Bonjour Harold. Alors bon, DJ Wheeler, c'est pas ton nom. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te Ouais, plaît? mon vrai prénom c'est William et mon nom de famille Garcia. Donc on m'a taillé toute ma jeunesse, William Serin et Sergent Garcia. Alors on te voit beaucoup effectivement dans le secteur événementiel, mais on t'entend aussi beaucoup sur les réseaux. On peut dire que tu n'as pas ta langue dans ta poche, Ça c'est sûr, c'est une des marques de fabrique. ou bien que tu aimes un petit peu les problèmes, hein? Non, mais par contre, j'affirme mes positionnements et ma vision de la société et de la Guadeloupe. Justement, Guadeloupe, que tu connais, euh, tu es arrivé ici il y a plusieurs décennies maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quel âge et dans quel cadre tu es arrivé ici en Guadeloupe? À l'âge de 12 ans, ma mère a déménagé en Guadeloupe pour des raisons professionnelles. Et donc on est arrivé à Châteaubrun-Sainte-Anne. J'ai commencé à être scolarisé au collège de Douville. Un big up à mes anciens camarades. Ensuite, 2 ans plus tard, on est arrivé sur Saint-François. Donc j'étais là-bas dans l'environnement saint-franciscain. J'ai découvert Monsieur Happy Lewis, puisque je jouais de la trompette à l'époque, j'avais 7 ans, en région bordelaise. Et arrivé en Guadeloupe, j'ai cherché à trouver un professeur pour continuer. Et donc Monsieur Happy Lewis, grand trompettiste de la Guadeloupe, qui m'a intégré dans les 4 grands groupes de Saint-François, sa fanfare, son big band de jazz et Matamba pour le carnaval, groupe dans lequel je suis resté 4 ou 5 ans avant de repartir en France. Et c'est là où j'ai commencé aussi à apprendre à jouer du gros car avec l'association Nec Coton et mon maître car Rudy Donne, à qui j'envoie le salut. Est-ce que tu peux dire que ton intégration finalement s'est bien passée? Mon intégration s'est très bien passée grâce à la musique. Je pense que si j'avais pas été dans toutes ces associations musicales, j'aurais pas été transporté aussi rapidement dans l'univers guadeloupéen. Parce qu'il faut bien préciser que dans la majorité des groupes dans lesquels j'évoluais, j'étais le seul blanc. Donc forcément, déjà étant arrivé à Douville, au collège à Sainte-Anne, collège rural dans lequel nous étions 20 blancs pour 450 élèves, tu es direct plongé en immersion, donc il faut que tu t'adaptes et que tu t'intègres, il n'y a pas le choix. Alors justement, ça doit quand même faire un choc. Il faut s'adapter à ce nouvel environnement. Ça fait quoi justement d'être perçu comme l'un des nouveaux blancs arrivés? Le vrai choc et la vraie douleur et rupture, c'est de quitter tous ses amis d'enfance à l'âge de 12 ans en pleine phase d'adolescence et justement arriver dans un nouvel endroit qui, au début, tu le perçois comme paradisiaque et tout, mais tu perçois très rapidement les tensions culturelles et raciales entre les Noirs, les Blancs, les Indiens, etc. Et donc, bon, moi, j'ai toujours été ouvert, j'ai toujours été éduqué dans une famille qui prenait la tolérance et l'ouverture aux autres, parce qu'il faut savoir que mon grand-père et mon arrière-grand-père sont iraniens, et du côté de mon père, il y a des origines espagnoles. Donc, on est nous-mêmes melting pot culturel, et on a vécu avec la famille différentes délocalisations liées, bon, par rapport à l'Iran, à la révolution du Shah d'Iran. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon arrière-grand-père et mon grand-père sont venus après à Paris, puis à Bordeaux. Et pareil pour mon arrière-grand-père paternel, qui était venu après à Bordeaux avec la révolution de Franco en Espagne. Donc je suis assez sensibilisé à ces problématiques culturelles et raciales, et j'ai toujours prôné moi-même la tolérance et l'ouverture à l'autre. Donc c'est des sujets qui me parlent. Mais est-ce que tu as réussi à cerner le problème? Parce que bon, tu arrives ici quand même, tu es jeune, tu as 13 ans. Est-ce que tu as réussi à cerner le problème Très qui vite, régnait ici? très vite, parce que dans toutes les associations culturelles dans lesquelles j'évoluais, j'étais le seul blanc, donc forcément, moi je me sentais intégré, mais je constatais bien qu'avec euh, d'autres leucodermes, il y avait des tensions, mais par rapport justement à une façon d'être totalement différente. Donc, comme m'a dit un certain Teddy, pas plus tard que dimanche, à Bima Music Day pour la fête de la musique, dit nous, en Guadeloupe, on n'a pas de problème avec les Blancs. On a un problème avec les gens qui agissent comme des conquistadors. Ceux Donc, qui ont plutôt un comportement de colon. oui, ça c'est clair. Ça, je l'avais déjà dit dans différentes vidéos. C'est sûr qu'avec ce passage-là, ça va encore buzzer, mais on connaît. En 2021, quand j'avais fait ma fameuse vidéo qui avait fait plus de 2 millions de vues suite aux problématiques de la voiture à pain, du temps plein doux et je ne sais plus quoi, des voilà, j'avais dit clairement que
il fallait que les locodermes arrêtent de se positionner en conquistador à la Christophe Colomb. Parce que vous venez parce qu'il y a effectivement des attributs paradisiaques qui vous plaisent, et pour certains d'entre eux, des avantages que même certains Guadeloupéens n'ont pas accès. Et donc, quand vous arrivez sur l'île, il ne faut pas continuer à vivre à l'européenne. Il faut faire vivre l'économie locale, s'intéresser un minimum à la culture du pays. Voilà, il y a Groca, il y a les mets, l'aspect culinaire. C'est très bien, on ne vous demande pas d'arrêter avec vos racines. C'est pas ça qu'on dit. Mais un Antillais, il a besoin de sentir que tu viens pas pour imposer ta manière de vivre. Et pour, entre autres, éteindre ce que eux ont et continueront à avoir. Donc effectivement, il y a, comment on peut dire, cet amalgame qui est fait entre peut-être des personnes qui auraient de bonnes intentions et qui arrivent ici en se disant effectivement qu'elles vont s'accoutumer, mais réellement, et les autres qui, eux, débarquent avec un esprit qui serait plus de conquête. Ce qui est clair, c'est que les bons payent pour les mauvais. Ça, c'est valable dans tous les univers. Et qu'après, il ne faut pas oublier cette notion de période post-esclavagiste, où même si ça fait plusieurs centaines d'années, il y a encore des douleurs et des mémoires. Donc, il faut prendre en compte cet aspect-là. Et c'est à nous de faire le premier pas dans tous les cas en arrivant sur un nouveau territoire et pas l'inverse. Parce que l'exemple qui est très similaire, c'est la Corse. Un blanc continental, comme ils disent, qui arrive chez eux. C'est pas la France chez eux, c'est la Corse. Très clairement. Un blanc continental qui arrive chez eux, qui veut imposer sa manière de faire, sa maison, elle saute. C'est pas plus compliqué. En Guadeloupe, on n'a pas ces manières aussi radicales. Mais par contre, il ne faut pas en profiter pour autant, parce qu'après, ils savent vous le faire comprendre. Au début, gentiment, et après, de manière plus ferme. Donc, on n'a que ce qu'on mérite dans la vie, comme on dit. Tu dis que c'est que la résultante, effectivement, Toujours. Du comportement qu'on adopte sur le Toujours. territoire. Chaque vidéo qu'on voit buzzer, je me souviens, pendant le carnaval, en zone Basse-Terre, où un blanc retraité qui allait se plaindre de fouettards dans la rue. Oui. De quel droit, mec, tu te permets de demander à des petits jeunes qui vont se défouler dans la rue, dans leur quartier, d'arrêter de t'embêter avec le bruit du pétard que fait le fouet. Tu connais même pas la signification, etc. Donc ça, c'est le genre de fait qui, moi, m'exaspère. Et je suis toujours du côté des Guadeloupéens. Je ne vais jamais prendre du côté des Blancs. Parce que si tu agis mal, tu dois en supporter les conséquences. Ce que je dis toujours à mon fils. Dans la vie, chaque acte a des conséquences. Donc, ça au café. Alors justement, toi, tu fréquentes des Blancs aussi. Oui. Moins que des Antillais, mais j'en fréquente quand même. Mais quand justement tu te retrouves avec eux, est-ce qu'ils sentent que leur comportement justement peut être dérangeant, ou bien non, ça Mais pas ça les toujours, choque pas? c'est ça qui est problématique. Souvent, quand je leur fais des remarques dans ce sens-là, ils vont me dire tu peux pas arrêter d'emmerder les gens et les laisser vivre. Mais moi, je t'empêche pas de vivre, mais juste de prendre en compte la spécificité locale, en fait. Parce que la Guadeloupe, c'est un melting pot culturel et racial. Et donc, il faut qu'il y ait un vivre ensemble qui opère. Une des villes qui est la plus précise sur ce sujet-là, c'est Saint-François. À Saint-François, tu as les Blancs, les Antillais, que ce soit Noirs, Chabins, Indiens, et tout ce que tu veux dans la panoplie de la colorisation. Bien que, bon, c'est très bien que ça, c'est un truc qui a été mis en place depuis l'esclavage. Donc, c'est pas très bien de parler de couleur, mais c'est pour que les gens comprennent. Après, tu vas avoir certains béquets aussi, des Blancs pays, des Blancs qui vivent là depuis un certain temps, des touristes. Mais est-ce que chacun vit pas finalement chacun de son côté? Puisqu'il y a une espèce d'entre-soi finalement. Clairement. On est plein de communautés, mais il y a un entre-soi. Il y a 30 ans, quand moi je suis arrivé en Guadeloupe avec ma mère, c'était en 2001. Vers 2002-2003, on habitait Saint-François. À cette période-là de l'année, enfin à cette époque, il y avait un bon vivre ensemble. D'ailleurs, ma mère avait participé à l'époque à la création du marché nocturne de Saint-François, qui a apporté un gros coup de boost pour remettre en avant les artisans, quels qu'ils soient, de toutes origines. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, là, 20 ans après, 30 ans après, ça a changé, mais On n'a radicalement. pas évolué finalement. Ben déjà, Manganao, il n'y a plus d'hôtel. Méridien, il n'y a plus d'hôtel. Cocotré, il n'y a plus d'hôtel. Marina, il n'y a plus de marina. Il n'y a plus de marina.
Donc bon, peut-être que ça, c'est un bon point, qu'il n'y ait plus de marina. Ça va permettre à certains de découvrir de nouveaux spots. Bon, ça va pas faire plaisir à certains, mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Et d'ailleurs, il y a la démolition des bâtiments incendiés qui a Oui, débuté d'ailleurs on il y a quand pas même longtemps. une pensée fraternelle et solidaire pour les restaurateurs qui ont perdu leur outil de travail. Et c'était une boutade, vous avez compris. Alors, c'est vrai on a ce problème de, de vivre ensemble, de cohabitation. Bon, je crois que c'est pas spécifique uniquement à la Guadeloupe. Je pense que ça, Tous les c'est, territoires ultramarins, c'est ça. et dans ce qui concerne nos problématiques. Mais après, plus spécifiquement, c'est comme ça dans toutes les régions de France, qu'elles soient rurales ou moins rurales. C'est la dominante blanche qui veut imposer sa vision aux autres sans prendre en compte l'histoire de France. Et ça, je l'ai toujours dit dans les débats familiaux ou autres. Vous oubliez tout le temps que dans la phase après-guerre, la France, elle est allée chercher des tirailleurs sénégalais ou des Tunisiens, Marocains, Algériens pour reconstruire la France. Et ils les ont parqués dans des cités. Sauf qu'ils n'ont pas pensé à ce que ça allait faire 40, 50, 60 ans plus tard. Je suis pas sûr qu'ils y aient pas pensé. Mais franchement, les technocrates de l'époque, ils n'y ont pas pensé. Parce qu'aujourd'hui, c'est le revers de la médaille. Il y a eu 2 générations depuis qui ont procréé. Donc, ils se sont étendus. Et donc, ils vivent en communauté. Mais forcément, vu que tu leur as pas donné accès aux mêmes services que les autres et que tu donnes pas la chance de la même manière à eux qu'aux autres, ça crée des tensions. Et ben, voilà. On est un peu dans un schéma similaire ici. Exactement, mais c'est exacerbé là-bas, la vie des banlieues. Mais oui, c'est exactement la même chose ici. Dès que tu as un mouvement social, regarde, là, pas plus tard qu'il y a moins d'1 an, on nous envoie en novembre l'année dernière des contingents de forces mobiles d'élite. D'élite, attention. Là, il y a les moyens, hein, quand c'est pour taper du bâton sur les militants qui veulent faire avancer le pays. Bon, voilà, après, on connaît l'issue. Hein. Big up à toute la team de Monsieur Petito. Monsieur Petito et toute sa clique, avec Gladys et tous les autres. Big up pour ce que vous avez fait et le début de travail que ça a pu faire après les fameuses réunions de Vichères qui ont fait tant parler d'elles, mais qui n'ont pas apporté grand-chose, malheureusement. C'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels on t'entend plus que d'autres, finalement. Il y a le chlordécone, il y a Vichères. Euh, Comment tu te positionnes? Regarde, en 2021, quand j'étais à ce moment-là en France, puisque j'avais quitté la Guadeloupe fin 2020 pour revenir en France pour me rapprocher de la famille, j'en avais besoin. J'ai co-organisé, du moins réuni l'ensemble des associations ultramarines de tous les territoires pour mettre en place devant le ministère des Outre-mer en début janvier une manifestation contre le procès chlordécone parce qu'ils avaient fait volontairement disparaître des pièces maîtresses avant un dossier, avant une étape judiciaire clé. Ça nous avait rendu fous. Et donc on avait mis en place ce fameux regroupement. Voilà, Wheeler, le petit blanc qui arrive, malgré qu'on soit dans le pays du blanc, Wheeler, il arrive devant le ministère des Outre-mer. Qui c'est qu'on encercle et qu'on embarque? C'est moi. Parce qu'avec les services de la DGSE et compagnie, ils m'avaient ciblé direct. On m'attendait, clairement. Donc j'avais fait ma garde à vue après au commissariat du 7e arrondissement de Paris. Ils avaient bien vu que j'étais pas méchant et que j'avais tout mon cerveau. Et que dès mon arrivée, je suis pas bête, j'avais envoyé un message au groupe WhatsApp de l'association qui m'avait envoyé tout de suite Maître Terkem, un très très bon avocat qui défend les plus grands militants à Paris, qui est venu à ma rencontre 6 heures après, et 8 heures après, j'étais sorti. Mais concrètement, arrestation, pourquoi? Arrestation pour organisation d'un rassemblement sur la voie publique sans autorisation. Sans autorisation, pourquoi? À ce moment-là, au moment du Covid, pour organiser une manifestation sur la voie publique, il y avait un délai de plus de 2 mois administratif. Quand les choses se sont faites, nous, on a embrayé tout de suite. On ne pouvait pas attendre 2 mois parce que dans tous les cas, on n'aurait pas répondu à l'actualité. Donc,
avec plusieurs personnes qui m'aidaient, je ne peux pas citer leur nom parce que c'est des gens haut placés qui sont dans l'ombre. Je leur ai dit, je prends mes responsabilités, on y va, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai fait une garde à vue pour manifestation non déclarée sur la voie publique. Et ça a été soldé par un rappel à la loi. Et ils vous ont pas demandé qu'est-ce que vous faisiez là? Bon, Évidemment, ça regarde plutôt les Outre-mer. Hein. J'en ai donné des arguments qu'ils ont bien notés dans leur dossier et qu'elle a transféré après à la magistrate de Paris, la commissaire que j'avais vue à l'époque, que je salue. Donc chlordécone, bon, on a vu effectivement, bon, finalement, ceux qui défendent le dossier devront éventuellement se pourvoir en cassation puisque l'appel finalement n'a rien donné. Mais il y a quand même eu des avancées sur ce sujet-là parce que maintenant des personnes peuvent se faire tester pour prouver qu'il y a effectivement des traces de chlordécone dans leur sang, dans leur corps. Et pareil, des gens qui ont un jardin, qui soit privé ou public, peuvent le faire tester pour évaluer la toxicité du terrain. Donc pour vous, si on n'alerte pas, finalement, si on monte pas au créneau, on n'obtient rien, même pas les miettes. Ben, ça c'est clair, mais ça c'est valable dans tous les domaines et dans la vie d'une manière générale. Si tu restes assis dans ton canapé et que tu ouvres pas ta bouche, que ce soit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, en utilisant les réseaux d'une manière productive et efficace et dans un intérêt commun, rien va bouger. Par contre, dès que tu sais mettre en place des outils de communication, que toi-même tu es un personnage public, que tu mets au service d'une cause et que ça fait parler, là de suite, on t'écoute différemment parce que ça fait trembler les gens dans les bureaux. Mais à un moment donné, il ne faudrait pas qu'ils attendent sans cesse de perdre potentiellement leur place. Que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs, tu es un officiel de ton territoire, bats-toi réellement pour ta population. Ne prends pas que tes avantages. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en 2026, le peuple, il a bien compris ça. Donc il y a de plus en plus de révoltes citoyennes, hors militantisme, hors étiquette politique. Ah non, mais on sent que la population est révoltée. Je pense que les services de l'État aussi sont un petit peu au courant, puisqu'ils ont des oreilles un peu partout. Et ça me fait penser d'ailleurs à l'actualité d'hier, un octogénaire, donc un papy de 82 ans, qui pense effectivement que Emmanuel Macron a été destitué, sort de chez lui avec son jouet, avec son outil, pour ouvrir le feu sur les gendarmes. Donc on Je n'avais sent même qu'il pas a... été au courant de Ah ça. bah oui, bah, carrément, il a ouvert le feu et il a blessé 2 gendarmes. Donc pour lui, c'était l'heure de la révolution. On sent bien que bon, lui, il a un certain âge, donc Il bon, n'a plus rien à perdre. voilà, il a déjà plus rien à Il doit perdre. avoir une retraite de 1100 euros, donc, et encore, je suis gentil. Effectivement, on ne sait pas effectivement quelle est sa situation, mais ça interpelle sur la vision que les gens ont finalement de l'État, des représentants et aussi des forces de l'ordre. Dans tous les cas, la misère engendre la colère et la révolte. Envers ceux qui sont censés effectivement gérer et protéger. Surtout qu'aujourd'hui, avec les réseaux et les médias actuels, on a connaissance de faits qu'il y a 40 ans en arrière, on n'aurait jamais eu connaissance. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression finalement qu'à force de révélation, ça n'a plus réellement d'impact et que les gens se disent bon, c'est habituel quoi, c'est normal. Je pense que quelqu'un qui est normalement constitué, qui a un minimum d'amour-propre pour lui-même et pour son pays ou le territoire dans lequel il vit, s'il voit des choses vraiment tellement grosses, il est obligé de se sentir empreint d'une révolte, quelle qu'elle soit. Alors hier, j'ai eu vraiment avant-hier, j'ai eu le kiff de voir qu'Hugo Clément a sorti un reportage sur les eaux contaminées suite au scandale des stations d'épuration de Guadeloupe. Et ça, big up à lui, franchement. S'il tombe sur ta vidéo, Hugo Clément, il faut que tu reviennes plus souvent en Guadeloupe. Oui, il y a des gros sujets à faire. Voilà, mais là on te dira, à un moment donné aussi, oui, mais ce sont toujours les personnes extérieures qui mettent en lumière nos problématiques. Pourquoi les autres ne le font pas avant? Mais c'est pas nécessairement qu'on ne le fait pas, on le fait, mais ça n'a pas nécessairement d'écho. Et c'est là où je te dis, est-ce que ça ne passe pas au-dessus de la tête des gens finalement, et qu'on ne s'y intéresse que quand ça fait le buzz? Je suis d'accord qu'il y en a qui l'ont peut-être fait avant, c'est même sûr, mais là on ne parle pas de poids de communautés similaires. Quand tu as un Hugo Clément qui est suivi par des millions de personnes, en plus avec des communautés très axées sur le vert, l'écologie, etc., les gens ils tombent sur ce sujet-là, ça les rend malades, même s'ils ne sont jamais venus en Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe, c'est la France, et eux, ils le savent bien. Pour toi, l'important, c'est où l'information circule? Clairement. L'important, c'est le résultat. C'est pas comment on fait, c'est
c'est le résultat. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. C'est clair. Oui, mais il y a toujours aussi, il y a beaucoup de guerres sur les réseaux, n'est-ce pas? Les réseaux, ça parle beaucoup, mais ça agit peu. Et ça, on l'a bien compris, même avec le frérot Ludovic Tolassi, avec qui on était justement en train d'agir en 2021-22, je sais plus. Mais d'ailleurs, nous, on a changé de manière de faire. C'est plus dans l'ombre maintenant. Parce que quand tu te mets trop en avant, tu es forcément enclin à tout un tas de critiques, des boss critiques du dimanche. Les boss trolls Twitter, Facebook, TikTok, Snapchat et Instagram. Avant d'en venir justement à certaines problématiques justement sur les réseaux, quand tu es dans le mouvement militant, tu es blanc ici en Guadeloupe, j'imagine que tu as forcément eu des réflexions que tu es un traître. Ah, bien sûr. J'ai eu des réflexions que tu es un traître, tu es un espion, tu es envoyé par l'État, que tu es un imposteur, tu viens pour utiliser l'image et le réseau militant pour la musique. Enfin, donc pas d'imagination quand c'est pour créer des polémiques. Par contre, le pourquoi, du comment, qu'est-ce que j'ai réellement fait, ce que ça m'a coûté et ce que ça apporte et fait évoluer. Est-ce que tu comprends ces interrogations-là? Du fait qu'il y ait une appréhension justement à ce que tu sois si aussi... c'est un autre locoderme, je peux comprendre, mais franchement, moi, ça fait... Je suis arrivé en 2021, on est en 2026. Je te laisse faire le calcul. Ça fait 25 ans que je suis dans la sphère caribéenne. Je suis pas né de la dernière pluie, je suis pas un arriviste. On me voit partout parce que j'ai été intégré et aujourd'hui respecté de plusieurs maestros, que ce soit dans la musique, le commerce ou autre. Et voilà, que ce soit dans le monde du gros cas, big up à Clio, entre autres, dans le monde du carnaval. Aujourd'hui, je suis dans Monkey Moon, en bois fouillé. Je suis passé aussi par Cléla, par Vim. J'ai fait avant, comme je disais, 5 années dans Matamba, dans les meilleures années, où on a enregistré le dernier album que vous entendez encore aujourd'hui partout dans les soirées et déjeuners champêtres. Donc voilà, mon J'avoue réseau... que moi, j'étais un peu dans l'événementiel, hein. Ça reste entre nous, n'est-ce pas? J'étais un petit peu dans l'événementiel quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que... Jadis. Naguère. Non, c'était une autre vie. Et c'est vrai que moi, je te connaissais pas personnellement. On s'est rencontrés plutôt dans l'année 2020 par rapport justement à ton engagement avec Moon Guadeloupe. Avec Moon Guadeloupe et consorts. Mais je te connaissais de nom par rapport à DJ Wheeler, effectivement. Et j'avoue que c'est... Bon, je vais le dire... on va parler franchement, hein, on parle toujours franchement. C'était... Enfin, quand on t'annonçait dans une soirée, c'était genre... va y avoir des noirs, mais aussi des blancs. Tu vois. Je sais pas si les gens vont comprendre, mais c'est vrai qu'à l'époque... c'est le côté réunification. Voilà, parce qu'il y avait une ségrégation. Vivre ensemble. Moi, je le dis clairement, il y avait une espèce de ségrégation. Il y avait des établissements qui étaient très clairement pro-blancs. Pas que des établissements, il y avait des soirées. Voilà, des soirées étiquetés blancs. Exactement. Et c'est vrai que c'était compliqué, en fait, à cette époque-là. Je n'étais pas seul, après. Il y avait aussi BTB, il y avait SPAG. Mais c'est vrai qu'à nous, trois... Donc, c'est le constat que tu as fait quand tu étais dans l'événementiel et tu t'es dit, bon, ben, on va essayer de... Comment ça s'est passé, ça? Comment je suis arrivé déjà à être dans le monde de la nuit et aussi en avant, aussi présent? C'est en quelle année, ça? En 2010. Je suis à ce moment-là à Paris en BTS Management des unités commerciales, après avoir fait un brevet de technicien des métiers de la musique pendant 3 ans, où je fais une petite aparté, où il y avait 2 stages à faire. L'un que j'ai fait à l'ensemble intercontemporain de la Cité de la Musique à Paris en régisseur d'orchestre, et un autre en technicien son à la société Silence, qui est la plus grosse boîte de sonorisation des plateaux télé en audiovisuel à Paris et en France. Donc avec eux, j'avais fait la Nouvelle Star, la Star Academy, Qui veut gagner des millions, l'album de la semaine de Canal+, les musicals de Canal+, le concert de la fête de la musique au Chœur des Invalides qui avait jamais eu lieu avant avec le World Music Orchestra, où c'était les plus grands noms, les meilleurs solistes de tous les groupes de musique classique du monde entier.
Les meilleurs solistes, ils les réunissent, ils font The World Music Orchestra. C'est la folie. Il y avait aussi un concert où je me rappelle qui était à l'Opéra Garnier. Premier et dernier concert de musique rock qui a eu lieu, c'était là. Avec Franz Ferdinand, Kélis et Too Many DJs. Putain, c'était de la tuerie, ça. Il y avait 2 salles, 2 ambiances. Franz Ferdinand qui jouait sur la scène principale de l'Opéra Garnier. Et dans le Palais des Glaces, il y avait Too Many DJs. Les portes de Louis XIV ont tellement tremblé qu'ils ont dit plus jamais. Et donc, j'en étais où? Justement, c'est pour arriver à ton entrée dans l'événementiel. Voilà. Là, je t'ai laissé partir justement parce que j'ai vu que tu revivais tes souvenirs là. Ouais, grave. Et donc, quand j'étais après en BTS Management d'unité commerciale à Paris, où j'ai commencé à être DJ résident dans plusieurs établissements parisiens, j'ai un appel de Carole Gruson, à qui j'envoie bien le bonjour, qui aujourd'hui a pris sa retraite, mais qui à l'époque, en 2009-2010, était la reine de la nuit à Saint-Barth. Elle avait l'établissement à l'époque, le Yacht Club, le T Saint-Barth, la Marine, et puis ensuite le First et le Yacht Club qui devenait de manière éphémère le VIP Room Saint-Barth, loué à Jean Rock chaque hiver. Elle m'appelle, bonjour, j'ai eu ton contact par DJ Rudy de Saint-François, que j'envoie le big up, qui m'a parlé de toi et je cherche un DJ. Mais je dis, ça tombe bien, je suis DJ et je peux être disponible. Elle m'appelle, il est le mois de mai. En juin, je passe mon examen normalement. Et franchement, je dis, prends-moi le billet, j'arrive. Et du coup, fin juin, j'arrive pour une première saison au Yacht Club à Saint-Barth. Et je me fais connaître déjà des babates et Saint-Barthinois. Enfin, on dit pas Saint-Barthinois, mais les gens aiment pas qu'on les appelle babates. Donc, j'embellis le truc. Et saison de malade au Yacht Club où j'écrase la maison. C'était vraiment du lourd. J'ai fait 3 saisons à Saint-Barth. Mon vrai premier nom dans la Caraïbe, il s'est fait à Saint-Barthélemy, dans les années 2009, 2010, 2011. Et suite à ce buzz-là, à l'époque j'étais déjà un communicant pas trop mauvais, avec les BlackBerry, les PIN, les MSN et compagnie, quand je suis revenu après chaque saison en Guadeloupe où ma mère y habitait encore, on a commencé à m'appeler pour mixer en Guadeloupe. Comme on dit, nul n'est prophète en son pays, donc il faut que tu buzzes ailleurs pour que quand on t'appelle, on te fasse tourner de ouf. Et c'est là où j'ai commencé à être DJ à Morne-Verguin, avec 1 année et demie de DJ résident au cabaret, avec le défunt Pascal Gott et mon ami DJ Rod. On faisait une paire de fous tous les deux. Quand il y avait du beau temps, il était en salle intérieure et moi à la salle patio extérieure. Qu'est-ce que c'était cool! Là, j'ai commencé après à mixer au Cheyenne, au Palace, puis le People, le Blue Night, la Plantation à Gourbert. Enfin, j'ai fait tous les clubs de Lille sauf le Shiva à la date d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont jamais appelé et j'ai pas sollicité non plus. Ils ont leur DJ MFM Radio et compagnie. Mais c'est pas par défaut de programmation musicale ou technique. Alors revenons-en à notre sujet. Hein. Je pense que le milieu de la nuit, c'est un petit peu révélateur finalement du climat social, puisque tout est exacerbé pendant la nuit. Hein, quand on est un petit peu trop éméché ou qu'on a 2 petits coups dans le nez, on parle plus franchement. Bien sûr. Mais après, de toute manière, tu as la température du vivre ensemble dans les soirées aussi. Non, mais c'est clairement ça. Ça fait plaisir, justement. Je disais que quand tu me posais la question si les problèmes existaient toujours aujourd'hui, j'ai dit oui, mais beaucoup moins qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mixité qui est beaucoup plus visible. Plus visible et plus naturelle, puisque bon... déjà, il y a moins de consignes données à l'entrée pour faire du filtrage. Faut pas se leurrer. Mais fallait faire évoluer la mentalité déjà du monde de la nuit, parce que c'est vrai que moi, je donne mon ressenti, c'était nous, on se sentait à l'écart. On se sentait mis à l'écart, et finalement, on devait se rabattre finalement sur les événements qui étaient pour nous, quoi. Après, il ne faut pas dire se rabattre, parce que se rabattre, ça reste négatif par rapport aux autres événements. Effectivement. Il y avait de très beaux événements. C'est pas le terme, effectivement, que je voulais employer, mais c'est... Se replier, quoi, en gros. Même pas se replier. La deuxième option, quoi. C'est pas deuxième option, c'est que t'as pas cette option-là, de toute façon. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas te poser la question, puisque tu sais que tu vas pas rentrer au Cheyenne, par exemple. Dans tous les cas.
Même Donc, si ça t'est arrivé d'y aller, même si tu avais la bonne sape, ah non, la mais bonne clair, ah attitude non, et on mais t'a clair, refoulé. mais très Ah ouais. clairement. Je me rappelle très clairement. Et moi, c'était l'époque où je commençais justement un peu à fréquenter les boîtes de nuit. Mhm. Et si tu regardes bien, il y avait le Big Bang avant, le Mhm. Cheyenne, c'était le Big Bang. Et on pouvait rentrer au Big Bang. Parce qu'il y Mhm. avait des soirées et tout machin. Il y avait les après-midi récréatives à l'époque et tout. Mhm. Et je me rappelle, ma première tentative quand ça a été le Cheyenne, bah, tu connais, hein, on connaissait déjà les a priori, donc nous on était chemise pantalone, hein, Mhm. c'est pas jean polo, on était vraiment en mode chemise pantalon. On était un groupe de cousins et tout machin. C'était négatif. Par contre, j'en ai Moi, vu. ça m'a toujours énervé, ce genre de consignes de certains Ouais, gérants. c'est que tu fasses bien ou pas, en fait, c'est que t'as pas le droit de rentrer là. Et j'ai retrouvé la même logique quand je suis parti faire mes études à Paris la première fois, aux Champs-Élysées. Tu vois, quand Mhm. tu sors de banlieue, moi je suis Mais 9-3, ça, c'est nanana, pareil, mon gars. Le et monde de tu la vas. nuit parisien, il a basculé d'un opposé à un autre. Il y a 20 ans en arrière, mes potes organisateurs événementiels galéraient de ouf à trouver des salles. Soit pour les refroidir, on fixait des montants à Mhm. 7, 8, 10 000 euros la location, soit on leur disait cash que c'était pas disponible. Aujourd'hui, le game, il a complètement changé dans la nuit. C'est les bookers de salles qui vont chercher les Caribéens parce qu'ils n'arrivent plus à remplir et avoir des pigeons qui payent autant. T'imagines? Mais eux, ils sont pas cons. Au lieu d'enrichir ces gars-là, ils se sont dit pourquoi on va continuer à payer cher une salle qui est dans le Paris Intramuros, alors qu'on peut avoir aussi bien, avec en plus des extérieurs en périphérie de Paris, avec des gens qui nous ressemblent en plus, qui sont souvent gérants, et qu'on paye moins. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'événements caribéens en 92, 77, 93 et compagnie. Et ça fait plaisir. Mais la logique, mais finalement, il y a dû avoir une adaptation. Moi, je vais pas te mentir, à l'époque, quand je te dis j'étais un peu dans l'événementiel, moi, c'était un peu ma logique. C'était, vous voulez pas nous laisser rentrer. En plus, on doit payer une blinde finalement pour pouvoir s'amuser, parce que c'était pas donné, hein, quand tu regardes bien. Et donc, je me suis dit, autant louer des salles, carrément, et faire des événements. Et moi, j'avais choisi à l'époque, ça se faisait pas, c'était les villas privées. J'ai fait mes événements, villas, bord de rivière, bord de mer, bord de ce que tu veux. Et effectivement, on a lancé une nouvelle dynamique. On voulait Très plus bien. dépendre des établissements qui, eux, finalement, ne voulaient pas de C'est nous. très bien. Et Et- aujourd'hui, avec le Covid qui est passé par là, les gens, ils sont plus euh, demandeurs et à la recherche de lieux en plein air. Donc, il y a une soirée qui cartonne en Guadeloupe, ça s'appelle la PGR, Private Garden River. Bon nombre d'entre vous n'auront jamais entendu parler parce que tu n'as pas de communication grand public. Mais c'est des plans incroyables qui sont au bord de rivière, tu as 700 personnes, grosse ambiance, pas une embrouille en 3 années de soirée. Top, big up l'orga d'ailleurs avec qui je travaille. Et ouais, pour revenir au monde de la nuit à Paris, je disais après mes 2 saisons à Saint-Barth, là, je suis reparti à Paris, j'ai fait 7 ans à Paris. Et mes premières soirées caribéennes où j'ai mixé à Paris, c'était soirée prestige à l'Espace des Peupliers à Port d'Italie. Ça, c'était du lourd, très 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 lourd. Et au dernier arrêt de tram, déjà comment j'ai atterri là? Quand je suis arrivé à Paris, j'ai reçu un message à l'époque sur MSN ou Skyblog en privé de Mathieu Paquet, qui est au jour d'aujourd'hui encore frère. Mathieu Paquet, à l'époque, il s'occupait avec d'autres potes d'un groupe de carnaval martiniquais qui s'appelle BKB, Bagaille Cabrenet. On répétait au lac de Créteil. Et il m'avait contacté pour être trompettiste parce qu'il était tombé sur des vidéos de moi sur Internet. J'arrive là, au final, je suis le seul trompettiste. Je dis, mais là, il va y avoir un problème, on va jamais m'entendre, même si je souffle de tout mon souffle. Au final, je bascule à la caisse claire. Et là, avec le pote Stéry Carroll, qui était à l'époque le batteur d'X-Men, on joue, mais de ouf, parce que moi, je fais de la percu. J'adore. Et là, on est devenu le binôme qui a fait qui a fait beaucoup parler de lui à Paris. Et vu que dans la team là, il y avait Poppy, il y avait John Hill, et il y avait d'autres personnes comme Fox, comme DJ Alan, comme DJ Blue. Enfin, c'était le vivier, quoi. Dans le groupe, il y avait aussi la fille de Jean-Claude Nemro, Nina Nemro, que je salue.
Bref, tout cet écosystème-là martiniquais m'a mis des connexions de malades et c'est eux qui m'ont fait rentrer à l'Espace des Peupliers aux soirées Prestige. Ils m'ont donné les platines, il était 4h30 du matin. La soirée commençait à descendre. À l'époque, j'avais mes mallettes de CD. J'arrive, mes 2 mallettes de CD, j'avais préparé mes sessions et tout. Et j'ai ressoulevé la foule, ça a tapé sur tous les murs. Reggae et dancehall, c'était la folie. Et à partir de là, tous les mecs m'ont appelé. J'ai mixé pour Alan, pour le Zouk le plus long. Il y avait les soirées Dom Style Connection. Après, il y avait Oridom, Creole Concept, Sous Sky, My Cartel. J'en passais des meilleurs. Plus les plans plus internationaux et généralistes dans lesquels je mixais, comme le Barrio Latino avec Carlos Campos, à l'époque où ça existait encore. J'ai été résident quasiment 2 ans à l'Iguana Café, à l'époque où ça existait encore dans le 11e. J'ai fait le Manapani sur les Champs-Élysées, le Prestige Club à la rue Tilsit autour de l'Arc de Triomphe, Red Light, Brésil Tropical. Enfin, la liste est longue, hein, je peux encore continuer. Café Charbon à côté. Là. T'as bien bourlingué, quoi. J'ai bien bourlingué, mais j'ai fait mes preuves et j'ai fait mes preuves et j'ai appris surtout en évoluant dans tous ces univers. Parce que on a coutume de dire, c'est pas la chanson, c'est pas on a coutume de dire que la vie est dure. On a coutume de dire que les DJ caribéens sont les meilleurs. Mais c'est vrai. Et c'est pas des fleurs que je me jette à moi, c'est que je jette à tous les DJ caribéens. Pourquoi les DJ caribéens sont les meilleurs? Parce qu'on est aux portes d'influences musicales anglophones, caribéennes, francophones, hispanophones, haïtiennes. Donc on a une culture musicale déjà qui est énorme. Et on est amené à mixer pour des événements, pour différentes clientèles. Donc si tu veux être bon et assuré pour faire danser tout le monde, peu importe le format de l'événement, que ce soit bar, boîte de nuit, mariage, baptême, déjeuner champêtre, communion, divorce, Pax, t'es obligé d'être calé. Et même dans les communautés que j'ai pas citées, t'as aussi les Libanais, les Juifs, les Syriens. Ça, c'est encore un autre écosystème qui ont leur propre musique et spécificité culturelle et événementielle. Donc tout ça fait que, je redis haut et fort, les DJ caribéens, we are the best. Et en plus, on a la technique. Il y a la programmation musicale et souvent, les DJ caribéens sont très techniques. Scratch, des enchaînements hyper travaillés. C'est pas pour rien que DJ Greg, à l'époque, il était allé loin aussi au Heineken Green Synergy. Il a représenté la Guadeloupe en Jamaïque. Il y a plus de 10 ans de ça. Et DJ... Il y a un niveau, de toute façon, ici. Des exemples, il y en a plein. On est fort. Le meilleur exemple de boss attitude, boss mix, boss DJ en caribéen, c'est DJ Puffy. Lui, full respect, DJ Puffy. Bon, c'est un jeune DJ, on va dire. Pas si jeune que ça. Enfin, moi, j'ai découvert pendant la période Covid parce qu'effectivement, il mixe depuis longtemps. Et tu l'as découvert période Covid parce qu'aujourd'hui, qui est sa bouqueuse? C'est une Guadeloupéenne. Ah. Et donc, du fait que c'est une Guadeloupéenne qui book Puffy dans la partie caribéenne francophone, et même, je pense, certaines parties anglophones, il a été calé, ça fait 2 années de suite, je crois, à la Old In, et il est aussi dans des événements reconnus, mais notamment, il n'y a pas longtemps, il a mixé à la Sunday BBQ. Lui, quand il est là, il t'écrase tout, parce qu'il a une culture musicale hyper large, il a une vision technique de mix qui est incroyable, et il a le mic. Et ça aussi, c'est ce qui fait la diff entre DJ caribéen et les autres. Parce que nous, on a la science de l'animation. C'était pas... Moi, de ce que je me rappelle, bon, tu me diras si je me trompe ou pas, celui qui a vraiment mis en place l'animation soirée... Gyro. Ben oui, Boss Gyro. Il y a des gens, il a même saoulé à un moment donné où les gens se disaient mais c'était sa marque de fabrique en fait. Mais il n'a pas saoulé tout le monde, il en a saoulé certains. Mais là où les gens sont hypocrites, c'est que quand tu as une vibe de ouf niveau mix, entre un selecta ou non selecta, c'est 2 mondes différents. Tu prends un DJ Greg qui mixe avec Gyro ou n'importe quel autre gars qui va être au mic ou n'importe quel DJ qui mixe avec selecta ou non selecta, tu auras 2 fois plus de pression avec selecta que sans. Parce que le selecta, il va t'emmener dans son univers, il va t'emmener dans
Mais ça a le fait, crowd. mais ça a fait son succès et c'était finalement sa marque de fabrique finalement. Après, encore une fois, Jairo, c'est boss DJ ambianceur. Et aujourd'hui, boss entrepreneur, businessman. Ça, Ouais, respect. il a fait la conversion belle jolie même. Pas conversion. Hein. Il est encore DJ, mais il sélectionne où il mixe. Extension. Extension, ouais. On vise la lune. Il avait récemment son Caribbean Break en Espagne. Mhm. Il J'ai a vu tout qu'il a pété. essayé de lancer un événement Zouk. J'étais avec lui dessus. Je l'accompagnais sur la partie boisson. Ça aurait dû se faire l'année dernière au Stade des Abîmes fin juillet. Malheureusement, le week-end du festival, il y a une onde tropicale qui arrive. Obligé d'annuler et malheureusement, il a perdu quelques sous. C'est les risques du métier. Ça fait partie effectivement aussi des risques. Bon, petite question comme ça. Qui est le meilleur orga ici en Guadeloupe? Meilleur organisateur. Il n'y a pas de meilleur orga. Déjà, je ne vais pas dire qu'il y a un meilleur pour ne pas faire d'histoire. Donc la meilleure organisation. Idéal. Oui. Tu parles de quoi? Format, que ce soit festival, soirée, allons concert? sur les plus gros formats, les festivals. Ce qui est plus compliqué finalement à mettre au point. Ben, dans tous les cas, oui. Ce qui est le plus compliqué à organiser, c'est un événement le plus grand possible. Mhm. Donc parmi les grands festivals qu'on a ici, bon, il n'y en a pas 150 000. Hein. Ben, en ferait, ils sont pour moi tous au même niveau. Que ce soit la All In, le West Indies Green ou celui qui a au mois d'août là, à Saint-François, Splash, quelque chose. Comment ça s'appelle déjà? Tu vois, ils sont pas encore gravés dans les mémoires ceux-là. Ben, parce que j'ai pas encore mixé, donc appelez-moi les gars, comme ça je vais m'en souvenir mieux. Toujours placement, toujours placement. Non mais c'est sûr. Donc il n'y en a pas un qui serait meilleur que les autres. Moi, dans tous les cas, je collabore peu avec les festivals. J'ai jamais fait de set sur ces scènes-là. Donc je peux pas dire, puisque j'ai jamais fait partie de l'aventure en termes d'orga, si l'un est meilleur que l'autre. Je pensais que tu étais un petit peu immergé dans les bails. J'ai des infos, je suis là. Des fois, je suis sur ma deuxième casquette en tant que commercial boisson. N'est-ce pas? Parce que tu fournis aussi. Voilà. Tu fournis le son, mais tu fournis aussi... Je fournis de la bonne. Je fournis du jus de canne distillé. 100% Guadeloupe. C'est vrai que c'est ta deuxième activité. Enfin, tu es commercial. Ma première activité, c'est celle-ci. C'est commercial en distribution. En termes de proportion de temps passé dans l'activité, c'est l'activité commerciale. Et en termes de bénéfices? Ça dépend des fois. Les deux sont bien, là ça dépend des fois. Parce que c'est fluctuant forcément. L'événementiel est fluctuant. Là on rentre dans le dur de la saison où tu es sur 3 mois de... T'as refait les stocks? On refait des stocks au dépôt pour les boissons, pour que personne ne manque de quoi que ce soit. Le dépôt est plein? Le dépôt est plein à craquer, on a dû même rajouter des racks. Alors il devrait y avoir quand même pas mal d'événements. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que le préfet, puisqu'on sent qu'il commence un peu à serrer la vis, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des annulations en cascade sur la période? Même peut-être des fermetures de boîtes. Hein. J'ai vu que en prévention, on a fermé... Très récemment, le comptoir des vins a pris une fermeture administrative de 3 mois. Malheureusement, du coup, il ne fera pas la saison estivale de cette année. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans le milieu événementiel? Qu'est-ce que vous avez fait? On n'a rien. Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une volonté du préfet de faire respecter les règles et que de manière générale, puisque le préfet au moment du Covid et celui actuel n'est pas le même, ne sont pas les mêmes. Au moment du Covid, il y a eu un peu tout et n'importe quoi de fait. Il y a eu une concurrence déloyale entre les boîtes de nuit, les bars, en gros ceux qui ont des licences spécifiques pour travailler qui coûtent, et les restaurants qui devenaient boîtes de nuit. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il y a eu une volonté de l'État de cadrer. Qu'on distingue vraiment. C'est même pas qu'on distingue. Oui, qu'on distingue les activités, mais de faire respecter la loi. Tu as un restaurant, fais de la restauration et à la limite du bar avec à manger, et jusqu'à ton horaire réglementaire. On te dira, il y a la restauration lounge, donc tu peux avoir le petit fond musical. Ça, c'est des douilles, on les connaît. À l'époque du Covid, tout le monde faisait du bar festif. Mais justement, tout ça, ça a changé.
Et le meilleur exemple, avant Covid, j'organisais les soirées qui sont très connues aujourd'hui, Tropical Fluo Moon. Le succès des soirées, il s'est fait où? Il s'est fait à Côté-Mer, à Sainte-Anne. Côté-Mer, c'était un restaurant qu'on transformait nous-mêmes en boîte de nuit, mais avec autorisation. J'avais les arrêtés municipaux à chaque événement. Au début, c'était 19h, minuit 30. Est-ce que c'est pas naturel que de nouveaux types d'établissements essaient de prendre le créneau finalement du festif? Bah, on va pas se mentir, il y a de l'argent à faire. Donc, Tu peux faire le créneau du festif, mais respecte la loi, respecte les règles et va pas être en concurrence déloyale avec des gars qui payent plus de 10 000 euros de loyer. Je pense au W Club à Jarry, où ils payent plus de 10 000 euros de loyer tous les mois. Donc forcément, ça va le faire rager quand un gars vient organiser une soirée dans un restaurant. oui, on voit, c'est un peu en mode taxi contre VTC. Il y en a un qui doit payer une licence à Exactement. centaines de milliers d'euros et l'autre qui rentre sur le marché plus facilement. Mais après, toi qui es dans le milieu, tout le monde doit manger. Tant qu'on est tous logés à la même ancienne, tout le monde doit manger. Et du coup, ce qui fait que tu vas manger ou pas, c'est ton professionnalisme. C'est rien d'autre. Très bien. Mon fils se réveille. T'inquiète pas, on te voit pas. On t'a pas vu, on t'a pas vu. Magan. Donc tu penses que la saison... Sans effets spéciaux. Rien. Ouais. Tu penses que la saison 2026 va bien se passer? Je pense. Parce que, contrairement à l'année dernière, il y a eu moins de débordements et de faits de coups de feu ou balles perdues ou balles volontairement tirées. On est là quasiment fin juin. Il n'y a pas de signe alerte plus que ça. Pour toi, ça sent bon. Je touche du bois. J'ai une table en bois devant moi, je touche du bois. Et le très bon... la bonne température, c'est dimanche, là il y a 2 jours. Fête de la musique, Bima Music Day à Bémao, Bellecour. Tout s'est hyper bien passé. Sans l'arsène, sans un goumet, sans une balle perdue, sans rien du tout. Ça montre que quand on met les moyens et quand on travaille en bonne intelligence et en communion avec les bons acteurs, il n'y a pas de souci. Et un big respect, big up à l'homme Frédéric Duménil, plus connu sous le nom de Buana, qui chapeautait cet événement, qui a géré ça avec toute son équipe d'une main de maître. Et c'est incroyable. Comme j'ai dit sur mes réseaux, une de mes meilleures fêtes de la musique. Très bien. Tu parlais justement de travailler en bonne intelligence, tout ça. Il y a aussi travailler pour être rémunéré. Est-ce que dans le milieu, ça s'est arrangé? Est-ce que les gens payent un peu mieux? Déjà, est-ce qu'ils payent déjà? N'est-ce pas? Non, mais on sait, on connaît. Franchement, honnêtement, j'ai envie de te dire, ça s'est arrangé avec les acteurs qui reconnaissent artistiquement et où ils savent le potentiel bandit. J'en dirai pas plus. Donc, à la limite, faut plus passer par ces biais-là que juste dire, bon, ben, tu me dois, paye-moi. Mais mon gars, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le monde de la nuit aujourd'hui. On me voit moins dans les soirées parce que je sélectionne où je mixe et je vais mixer que des endroits où il y aura un bon public, une bonne organisation, un bon cachet à la hauteur de mes capacités et où j'ai la garantie de ne pas te courir après pour être chiffré. Donc, les bons payeurs, ils sont encore rares. Ils sont pas rares, mais il y a encore pas mal de mauvais payeurs. Que ce soit en termes de coûts donnés au DJ que de délai de règlement. Et je ne nommerai pas le nom, mais là, je suis sur un problème justement de délai de règlement avec un établissement. Je me réserve le droit d'en parler bientôt avec toi, Harold. Pas de souci. Et donc, problème de délai de règlement pour la partie DJ et pour ton autre partie, la partie commerciale. Ça peut nous donner une petite idée du climat aussi des entreprises, au passage. Ça, c'est pareil. On est obligé de mettre en place des process contraignants pour un mauvais payeur, mais qui ne le sont pas pour les bons, pour être payé dans les délais, et notamment envers la clientèle événementielle. Parce que chez Dormois, j'ai amené le monde de la nuit et j'ai créé la partie justement dépôt-vente. J'ai 2-3 noms qui sont vraiment des enfoirés, pour ne pas dire autre chose, qui nous ont laissé des ardoises.
Et voilà. Et c'est triste de voir que des mecs que je connais depuis tant d'années te demandent de l'aide, que tu mets à l'aise et qui te laissent des ardoises et qui sont vraiment des boss des disquettes, qui sont sans scrupules en termes de lyrics. C'est pire qu'un homme à femme. C'est un homme à lyrics. C'est vrai que la parole des êtres humains, on dirait La que parole vaut l'homme dans tous les cas. Donc si t'as pas de parole, t'es une merde, à mes yeux. Ça va pas plus loin que ça. c'était le petit message justement pour les mauvais payeurs. Bon, on va quitter la partie purement événementielle. Moi, je vais en venir aux polémiques maintenant, puisque comme je disais en début, j'ai l'impression que tu aimes quand même un petit peu les problèmes. Ah Parce bon? que oui, oui, oui. Parce que des fois, tu rentres dans dans des débats sur les réseaux, justement. Bon, ça t'a mené jusqu'à là où ça t'a mené. Dis où est-ce que ça t'a mené? Au commissariat? Au commissariat d'une part. Et effectivement, ben, je regardais aussi les réseaux dernièrement et tu disais que ça t'avait valu dépression. Oui, exactement. Donc, c'est que ça va loin dans tous les cas. Ben, ce qui va ça loin, c'est le revers de la médaille, l'envers du décor et le cyberharcèlement. Il faut nommer les choses. Oui, c'est du cyberharcèlement, mais certains pourront te dire, et d'ailleurs ceux qui sont en face de toi pourront te dire, mais t'as cherché, finalement. On va prendre une problématique. Dernièrement, puisqu'en fait tu dis ce que tu penses sur les réseaux, j'imagine parfois peut-être un peu sans filtre, n'est-ce pas? Toujours sans filtre. Ouais. J'ai rien à perdre. Donc, Mais ça fait forcément des mécontents, dans tous les cas. ben, ça, c'est la vie. Chacun est libre de s'exprimer. Si ça te plaît pas, tu quittes ma page. Alors, Aussi simple. on va prendre une des problématiques. C'était Retour de Terre de Blues. Retour de Terre de Oui. Blues, tu as fait Avec un la fameuse commentaire. pâtisserie-boulangerie. Voilà, tu as fait un commentaire sur une pâtisserie-boulangerie. Par Et rapport à la qualité de service et à l'organisation en amont. ça s'est pas très bien passé à un certain niveau. Il y a Ça certains s'est pas bien internautes. passé, mais sachez que même si vous avez pris la mouche, que vous êtes de Marie-Galante, que vous y habitez ou vous en êtes d'origine, j'ai eu énormément aussi en parallèle des commentaires sur Internet, dans la vraie vie, des mecs qui m'ont big up pour ce que j'avais dit, qui en ont autant marre que moi, si ce n'est plus, qui ont fait le constat depuis des années de bon nombre d'établissements qui s'endorment sur leur laurier. Et voilà, il y en a marre du nous banquer ça. On va pas se satisfaire du minimum. Faut évoluer dans la vie. Donc, en ouaille. Go Oui, up, go up. mais tu connais. Il y a des sensibilités. Ben, j'ai pas la bonne couleur, donc quand je parle de problématiques de ce type-là, avec beaucoup d'assurance, parce que j'ai de l'expérience, que ça peut être pris pour certains par de l'arrogance, mais j'en ai rien à taper. Dans mes années parisiennes, Vu des statuts, on disait où tu es 100% paternaliste et que Mais tu ça, es c'est- très imbu de ta personne. Mais ça, c'est des gens qui ont rien dans la tête qui disent ça. Et qui connaissent surtout pas mon curriculum vitae. Paternaliste de quoi? Je suis un des blancs les plus intégrés dans l'univers guadeloupéen. Donc, vas-y, dis-moi, paternaliste de quoi? Que je suis imbu de ma personne. Ben, désolé, c'est pas parce que tu parles d'un sujet avec assurance, parce que tu as de l'expérience, que tu es imbu de ta personne. Si tu es normalement constitué un minimum intelligent, tu vas prendre le meilleur des conseils que la personne te donne. Tu fais abstraction du reste si ça te parle pas, mais tu prends aussi des bons éléments parce que ça peut te servir. Ça sert à ça de faire des retours d'expérience. Donc, dans les années parisiennes, j'ai été directeur de magasin chez Cyril Lignac, Dalloyau et Eric Kayser. Dans des multisites, des fois, notamment à Bercy Village, où on avait un flux de 6h30 à 23h. Donc, c'est pas toi, sans prétention, qui va m'apprendre comment gérer un business dans le même domaine que le tien. Mais est-ce que les mots de la critique étaient bien choisis? C'est peut-être ça dont il est question. Peut-être que c'est la formulation. Tu penses que c'est la formulation qui a déplu? C'est ma couleur ou de bien- peau qui a déplu, c'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Donc il Si y a t'avais certains commentaires. si t'avais un Marie-Galantais noir de peau qui avait dit ça sur une charrette à bœufs dans les champs de Cannes, il n'y aurait pas eu de problème. Et là, je me permets de soulever un problème lié à une expérience client qui m'a super saoulé. Pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Enfin, la vidéo, le statut en question. Mais en gros, je résume quand même pour que les gens comprennent. On est au festival Terre de Blues qui a lieu une fois par an sur 4 jours. On est au dimanche matin, le lendemain de la Jimmy's, à 7h du matin. Tous les festivaliers noctambules ont la dalle, et j'en fais partie. Donc, on dirige vers Grandbourg pour trouver un spot pour manger. Et des spots pour manger, il n'y a pas beaucoup de choix.
Donc, on va à un spot, je ne vais pas le nommer. Mais les gens, après, l'avaient nommé sur mon statut. Donc, je vous invite à regarder. Il se trouve que ce fameux spot, j'arrive, je rentre dedans, il y a une queue de malade. On est au moins 30 personnes. Et il y a une personne derrière le comptoir. Une personne. En festival. À 7 heures du matin, après une Jimmy's. Déjà, ces 4 arguments-là, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Non, on Donc, te dira, j'ai vu qu'on t'a dit que tu connais pas le passif de la personne, tu ne sais pas ce qu'elle traverse, et toi tu viens et puis tu fais que critiquer. quand tu es client, tu n'en as rien à foutre de ça. J'emploie les mots. Déjà, d'une, le client est roi, et le client, il faut que tu lui fasses vivre une expérience client. Alors oui, c'est une boulangerie. On va te dire que c'est une boulangerie, tu t'attends à quoi? Ben, au minimum de pouvoir commander dans des délais respectables, à un prix correct, et que ce soit bon, frais, que je ne fasse pas d'intoxication alimentaire. Sur le dernier point, ça s'est bien passé. Mais les 4 précédents, c'était 0. Donc, au bout de plus d'une heure d'attente, on a pété un plomb. J'étais pas seul, j'étais à côté de moi avec un pote. C'est Cicinho. Hein, Cicinho, tu te souviens? Qui lui-même s'est mêlé quand il y a une antillaise, je sais pas si elle est de Marie-Galante ou pas, qui a fait une remarque en créole à la gérante, qui était du coup seule derrière le comptoir, en disant en créole que pour qui je me prenais, c'était déplacé. Dans tous les cas, que j'aime ou pas, je reviendrai. Mais déjà, cette remarque-là, elle est tellement bison. C'est quoi cette mentalité de viser la médiocrité, de te dire que vu qu'il n'y a pas le choix, que t'aimes ou pas, tu vas revenir? Et allô, faut upgrader. Les Antilles, on a beaucoup de talent, on est fort, mais il faut upgrader dans la mentalité. Hum, hum. Donc, en tout cas, c'est pas ce qui va t'empêcher de donner ton avis. Pourquoi? Moi, je suis commercial d'une boîte, ça marche très bien. Je suis mal vu de certains concurrents parce que je leur fais de l'ombre. Ça n'empêche pas de travailler. Plus ils seront mécontents, plus je continuerai. Et il y a des gros projets sur le feu là qui vont encore faire parler. À côté de ça, je suis DJ, organisateur événementiel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, pendant les 8 derniers mois, j'étais en off parce que j'avais fait une petite dépression à cause du cyberharcèlement vécu lié au bad buzz MeToo Guadeloupe dans Ah ben l'affaire. j'allais en venir, C'est une bonne transition. Oui, ah oui, 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 oui. Parce que là, ouais, c'était une maxi sauce quand même. Maxi sauce parce que j'ai. Que tu aurais pu éviter. Oui, Si tu avais bien calculé, ça aurait pu être mais moi, évité. j'ai pas calculé rien du tout. J'ai pensé que artistique. Donc, pour que tout le monde puisse comprendre, ce qui s'est passé, c'est que euh, tu as accepté d'être manager J'ai justement d'Eric. accepté de booker Eric Pédurand mi-juin pour les mois à venir. Donc le placer dans certains événements Alors que en tant Éric qu'artiste. Pédurand avait été effectivement épinglé par MeToo Guadeloupe, donc Balance ton port à l'époque, il avait été épinglé et effectivement, quand elle se charge, entre guillemets, elle se charge d'un dossier, c'est vrai qu'elles y vont pas de main morte. C'est pas spécialement elle, hein. C'est toute la communauté qui a autour, dont bon nombre n'ont pas de Ah oui, mais limite. quand je parle de MeToo, balance ton port, et quand je dis elle, entre guillemets, c'est vraiment tout un écosystème de toutes ces femmes. Je ne parle pas que celles qui sont derrière les Clairement, postes, hein. Je clairement. parle de Et, toutes et les pas que femmes des femmes, il y a aussi des hommes. aussi, d'ailleurs. Très Des bien. hommes qui se sentent féministes. Pas nécessairement, on Bah n'est si, pas... si. Après, il n'y a rien de mal d'être féministe. Moi Par aussi, contre, je suis féministe. après, Oublie les doigts dans les yeux dans les yeux, je suis féministe. mais elles te diront dans ce cas-là, ben on comprend pas ton choix dans ce cas-là. J'avais, Pourquoi tu j'avais pas, acceptes? déjà, j'avais pas connaissance de trucs de MeToo à l'époque, de tout ce qu'elles avaient dit sur Éric Pédurand, d'une. Et de deux, quand j'avais eu une discussion avec lui avant qu'on entame une collaboration, une grande discussion, il m'a dit je ne suis responsable de rien, j'attends le procès, machin. À partir du moment où le mec il me dit les yeux dans les yeux qu'il a rien à se reprocher, il est sûr de lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la collaboration artistique, parce que c'est un excellent chanteur et musicien. Alors bon, il n'y en a pas eu beaucoup en plus, des dates où on a collaboré, il y en a eu 2. Au bout de la deuxième, il s'est fait afficher par MeToo Annulation. Guadeloupe. Ben, annulation. Annulation du concert à l'établissement, j'oublie le nom, qui est à Sainte-Anne, sur la plage de Pierre et Vacances. La semaine suivante de l'événement que j'avais eu le temps d'organiser moi, qui était Brunch and Live au Sensoriel, qui s'était super bien passé. Et après, en parlant avec des gens du milieu, j'avais su que au Mamma Mia, il y avait eu l'année dernière un événement organisé avec lui et où des féministes étaient venus devant avec des pancartes pour essayer de perturber le concert. Et ça, j'ai su après.
Je savais pas, moi, avant. Donc, il était déjà trop tard. Ben après, j'étais mis dans la sauce. Après, tu as des témoignages qui sortent de nulle part où je soupçonne des rivaux, voire même plus. Mais j'irai Parce pas. qu'après, ça fait ressortir des dossiers à toi. Après, il y a des témoignages qui sont pris au pied de la lettre sans vérification et qui me mettent moi dans la sauce en direct. Un d'entre eux, Wheeler s'y connaît en dick pic. Alors allons-y clairement dans le sujet. Je vais jamais dire que j'ai pas envoyé de dick pic de ma vie. Par contre, les dick pics, je les ai toujours envoyés avec des filles avec qui j'avais des relations sexuelles de base et intimes. Et ça, c'est pas interdit par la loi. Par contre, j'ai jamais dit C'est pas un à cadre une de fille. harcèlement. Non, non, même pas. J'ai jamais envoyé ma tub à une fille que je connais pas. Salut, coucou, voici ma tub, passe une bonne journée. Non, ça, je suis pas psychopathe. Donc, tu vois, c'est le genre de sujet qui est extrait d'un commentaire pastille sur Instagram, qui va être balancé en main page sur leur truc MeToo, là, qui est repris tout de suite par plus de 13 ou 14 000 personnes et amplifié après sur tous les autres réseaux sociaux. Donc c'est dégueulasse de faire ça. Et j'espère que cette méthode va être sanctionnée très vite par la justice et j'en appelle à madame la procureure générale de Pointe-à-Pitre parce que moi j'ai eu plusieurs plaintes que j'ai déposées contre MeToo Guadeloupe en juillet-août 2025. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes donc en juin 2026, j'attends toujours un retour. Le seul retour officiel que j'ai eu de votre part, en ayant sollicité la secrétaire du tribunal, c'est que la plainte était passée de la gendarmerie de Petit-Bourg au commissariat de Fort-de-France. Parce qu'effectivement, ils avaient, avec les premières investigations, vu qu'il y avait des personnes en Martinique qui étaient derrière la page. Donc, la justice vous demande de faire votre travail aussi bien pour les victimes d'harceleurs et De violence conjugale, sexuelle. peu importe, violence, toutes sortes de violences pour les femmes, je vous demande de faire votre travail. Mais faites aussi votre travail pour les personnes qui se font être victimes de cyberharcèlement comme moi, sans ayant fait de crime, et qui se retrouvent comme ça à vivre des Mais est-ce que tu dépressions. comprends concrètement les actions de MeToo Balance ton port? Évidemment, je comprends. J'ai le soutien, en vrai. Là, ce qui se passe en ce moment avec Patrick Bruel, total soutien. Si une personne use de son statut, de sa notoriété pour en profiter, pour violer, toucher ou harceler une femme, je condamne à 300%. Moi, je suis père de famille. Mon fils qui est à côté là, si j'apprends dans un futur moyen ou proche ou lointain qu'il y a quelqu'un qui l'a touché ou quoi que ce soit, je vais lui démonter sa gueule. Je vais pas attendre que ça passe au tribunal. Par contre, on n'entendra plus parler de lui très vite. Il n'y a pas de négociation, c'est vrai que... Bon... Touche pas aux enfants. Il y a un son sol de l'époque. C'était Chris. Wote pata o le timuna muna est tout que contensi o te kabulese wa kunya. S'il vous plaît, pas qu'un opposition là. Gunshot fireball. Ça, c'est d'actualité, oui. Tu vois. C'est clair, puisque les discours sont de plus en plus affirmés, puisqu'on voit quand même quand on vit dans un pays avec une très forte tendance pédophile et pas forcément avec les sanctions qui vont avec. Remettre l'église au milieu du village, que en soi, j'ai rien contre MeToo Guadeloupe, ni MeToo Martinique, MeToo Guyane ou peu importe. Mais ce qui me gêne, c'est la méthode. Et de mettre tout le monde dans le même panier, de ne pas dissocier un témoignage sorti de nulle part sans preuve, qui va être amplifié, déformé, etc. Mettre les gens dans la sauce, parce qu'il y a au moins 2 pastilles sur MeToo Guadeloupe encore aujourd'hui d'Instagram. Allez voir, vous allez rigoler sur certains trucs, tellement c'est parti loin. Parce que ça a un impact après, tu vois. Personnel, psychologique. J'ai fait plusieurs séances de psychologue. Genre, j'ai eu la chance, mon gars, de tomber sur une psy incroyable qui s'appelle Nora Snassel. J'en remercie, je fais un big up là, parce qu'elle est vraiment géniale. Et grâce à elle, elle m'a fait relever la tête, me sortir la tête de l'eau et
Et bien, faire en sorte que je revienne au jour d'aujourd'hui, qu'en déplaise à certains, mais voilà, me revoilà. Bon, on dirait que c'était une leçon, Une leçon de vie, clairement. parce que, bon, c'est pas... Je vois que l'impact, au final, il est ridicule. C'est seulement l'impact que toi, tu donnes Oui, à la oui, page il qui y a fait ce la résonance ressenti-là. psychologique. Justement, il y a ce ressenti-là, mais toi, dans ton cas, c'est parce que effectivement, bon, il y a pas d'éléments accablants Mais et qu'on moi, il ne y a peut zéro pas impact dans ma vie, qu'il soit professionnel ou personnel. Oui, mais il faut effectivement, et ça on peut largement les comprendre dessus, qu'il faut que ça ait un impact, par contre, sur Ils sont ceux qui clairement harcèlent, coupables, oui. ceux qui violent et Et consorts. ça, je suis totalement Et d'accord. ces personnes, forcément, essaient de s'en sortir, la plupart du temps par le mensonge. À Euh, partir du moment où il y a des preuves qui sont accablantes, où il n'y a pas de discussion possible, et que tu passes en plus après, soit en référé, ou que tu es convoqué en garde à vue, tout ça, et que tu en ressors avec des mesures, comme ça a été fait récemment pour Jordan Rizzi, Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ce cas-là, celui de Jordan Rizzi? ben, Jordan Rizzi, vu qu'il a été condamné par la justice et qu'il est actuellement en dehors de la Guadeloupe avec obligation de soins, c'est qu'il doit y avoir des raisons concrètes. Moi, j'ai rien à dire. C'est quelqu'un que j'ai pu côtoyer dans le business. C'est pas mon ami proche. J'ai côtoyé dans le business, comme beaucoup. Et donc beaucoup, même beaucoup plus proche que moi. Mais au jour d'aujourd'hui, le gars, il a été en prison, il a dit qu'il allait se suicider, on l'a mis en HP, après il a quitté la Guadeloupe. Je suis désolé, c'est qu'il y a des raisons Pour toi, il y a anguille sous roche probables. dans cette Il n'y a affaire. pas d'anguille sous roche, il y a des raisons, c'est tout. Il a plus de 20 plaintes à son actif entre la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. C'est vrai qu'il est lourd, son dossier, quand Et à un même, hein. moment Il est très donné, épais. et à un moment donné il y a des choses qui sont irréfutables. Donc, Et par place... contre, en ce qui concerne Éric Pédurand, je reviens sur lui. Ben, moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas connaissance qu'il a été convoqué par quelconque juge ou quoi que ce soit. C'est pas pour autant que je le lave de toute responsabilité. Mais c'est là où il faut faire très attention. C'est parce que, euh, effectivement, les femmes se plaignent du fait qu'on puisse se porter caution, Je ne volontairement ou porte pas caution parce involontairement. qu'en plus, il y a eu des preuves, des audios ou autres qui datent de plus de 10 ans. Ces audios, ils sont là. Ce sont des faits qui ont eu lieu. C'est pas des faits que je valide. Au contraire. Quand je fais des histoires. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des personnes avec lesquelles on peut s'entendre, que ce soit artistiquement, professionnellement ou amicalement parlant. Mais ces personnes-là, parfois, on peut constater qu'elles ont fait des choses qui sont pas terribles. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans un positionnement à savoir, est-ce que je bannis cette personne-là de ma vie? Est-ce que je la laisse purger sa peine et je lui pardonne après? Est-ce que c'est vrai que ça peut être compliqué En de se vrai, moi, il n'y a positionner? pas de. Enfin, j'ai pas le cul entre deux chaises, il n'y a pas de questionnement là-dessus. Si une personne est condamnée, elle est condamnée, elle paye ce qu'elle doit à la société, c'est tout. Mais après, oui, comme tu dis, on connaît plein de gens dans des écosystèmes professionnels ou artistiques hyper variés. Mais c'est pas parce que tu côtoies quelqu'un que tu sais réellement qui elle est, la personne. C'est ça. Et bien souvent, on te donne la meilleure vision, la meilleure facette de la personne. Mais ce qu'elle demande, c'est que quand on sait, il faut pas cautionner en Je vais tout aller me cas. prendre un peu d'eau, j'en profite pour big up Vas-y, le vas-y. festival Terre de Blues. Parce que Oui, pour du positif quand même, hein. Recule, la recule un petit peu. boulangerie, c'est en dehors du festival. Mais je big up Cyril Coudou pour l'organisation et la programmation musicale du festival Terre de Blues qui fait un excellent travail. C'était du lourd cette année. Bon, et pour conclure, j'aimerais bien t'emmener un petit peu sur ta politique, tiens, puisque tu as... J'ai une fibre apparemment. Oui, je pense que tu as une petite fibre. De toute façon, quand on commence à communiquer sur les réseaux et qu'on on dit un peu qui on est et vers quoi on veut tendre, pour moi, on fait un Il y petit a peu des de la sujets qu'on politique. défend. Et les sujets qu'on défend, donc bon. C'est vrai qu'on a une grosse échéance qui va arriver bientôt. On aura 2027. voilà, les présidentielles. C'est vrai que... Allez voter déjà. Faites ce qu'il Donc faut tu es du pour genre vous à voter, inscrire. toi? Oui, bien sûr. Ok. Je suis du genre à être sensé dans ma vie. Et tu ne peux pas te plaindre si tu ne votes pas. Si tu votes pas, ben, te plains pas dans ce cas-là. Si tu donnes le libre cours aux autres de choisir à ta place, ne te plains pas. Oui, mais les gens ont l'impression que c'est biaisé tout ça, Mais pourquoi que tu leur as volonté ne l'impression? s'exprime pas. Avant d'avoir l'impression, va aux urnes.
S'il a en 2027 un mouvement solidaire de malades citoyens, je te jure que ça va les faire flipper. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en mode... Pour toi, un mouvement citoyen bien, clairement. pourrait Un truc s'imposer. gilet jaune, mais puissance 10, là, où tout le monde va aux urnes. Mais tu as bien vu que bon, les conversions en général ne se font jamais. Ouais, mais Il y aurait gilet une jaune, mobilisation. c'était dans la rue et ils ont maté, Voilà. maté les gens. Oui, mais quand tu regardes pour moi Gilets jaunes, si on fait un comparatif par exemple avec 2009, 2009, quand les associations, les syndicats ont voulu faire la conversion pour entrer en politique, bon, mais il y a une scission, parce qu'il y a ceux toujours qui disent ah non, il ne faut pas rentrer en politique, il ne faut pas aller là, c'est pas une bonne chose. Donc tu as ceux qui y vont, mais qui sont finalement plus soutenus par leur base. Pour les Gilets jaunes, c'est un petit peu la même chose. C'est qu'avant des échéances, ils ont commencé à se foutre plein la gueule entre eux, finalement. Donc bon, on sait bien que celui qui divise pour mieux régner, ça fonctionne. Hein. Et donc ils se sont divisés et finalement ils ne se soutiennent plus pour les élections. Est-ce que c'est pas toujours un petit AirPrac? On va jusqu'aux Gilets jaunes alors que dernièrement on a eu le AirPrac. Clairement, Martinique. On a eu le AirPrac qui a implosé juste avant une échéance politique, alors que, in fine, Mais c'est quand même très bien ce qu'ils ont fait pour la mairie de Fort-de-France. Oui, Moi, je big up ça. Oui, oui, bien sûr. Ça reste la force de l'opposition citoyenne. C'est incroyable. Il y a pas de souci. Mais c'est vrai que, contrairement à beaucoup d'autres mouvements, c'est vrai qu'on avait déjà senti que le AirPrac aurait une évolution politique. Et finalement, au moment où cette conversion-là devait se faire, avec notamment Aude qui se préparait à cette échéance-là, on avait aussi le R qui s'y préparait, on a scission, on a problème, on a division. Donc est-ce que c'est pas une boucle finalement? Est-ce que c'est possible de faire la conversion mouvement social, intégration politique? De toute manière, dès qu'on se positionne sur un sujet, on fait de la politique. Donc, si tu fais de la politique en ouvrant ta bouche sur les réseaux, autant que ça serve à la société et autant le structurer. Donc, à partir de là, moi, Ludovic Tolassi, c'est mon frérot, on s'entend hyper bien, que ce soit dans la vision et dans la vie. On fait les 400 coups ensemble, mais ça ne nous empêche pas après de bosser sur des sujets plus sérieux en soum-soum aujourd'hui. Mais sachez que c'est pas parce que vous entendez plus parler du Moon Guadeloupe qu'il n'y a rien. Parce que lui, régulièrement, il va à Paris, à l'Assemblée nationale, et il change de méthode. Il a des réunions avec des groupes parlementaires, et c'est beaucoup plus concret. Il a voulu passer par l'ONU, c'est vrai qu'il veut passer par les grosses instances pour essayer de... Pas plus tard que la semaine dernière, il était à Paris, pour justement des réunions avec des groupes parlementaires, des groupes politiques, en vue de la prochaine échéance politique. Des élections présidentielles. On lui laissera la Oui, primeur. Je ne donne pas de détails. D'annoncer ça sur la chaîne. C'est un teasing. N'est-ce pas? Mais je sais. Je sais, mais bon, je respecte le calendrier de chacun. On verra effectivement qui se prononce et qui ne se prononce pas pour la prochaine échéance. En tout cas, toi, tu votes. Pour qui tu vas voter? Est-ce qu'on peut savoir ou si tu... Je voterai pour quelqu'un qui propose... un programme et solidaire et en même temps pas trop fiscalité. Pas trop fiscalité? Pas trop... là, on est assassiné, mon gars. Moi, j'ai un... Mais je sais pas comment on va passer les prochaines années. J'ai un pouvoir d'achat qui est pas trop en bas, mais pas trop au-dessus non plus. Tu piles dans la classe moyenne. Ça, c'est le moins bon des positionnements. Je suis sur la tranche des... Tu payes full. Je suis sur la tranche qui est entre 30 et quelques et 80K à l'année, là. Je suis plutôt en bas de la tranche. Mais du coup, vu que c'est un pourcentage qui est le même, que tu gagnes 38 000 ou 80 000 à l'année, comment tu te fais assassiner, j'hallucine. Et après, ils se plaignent qu'il y a combien de fermetures d'entreprises chaque année. Là, il y a 2 semaines, mon ami qui a le business de meubles, qui parlait de les entreprises qui déposent le bilan, il y en a plus de 480 sur le premier trimestre 2026. C'est énorme. Lui-même, il demande un crédit d'impôt pour qu'on le laisse souffler un petit peu. On lui a refusé parce que il fallait une année d'activité et que lui, il n'en avait que 6 mois. Donc, vu que 6, c'est pas 1, donc, 6, c'est pas 12 en parlant en mois, donc c'était pas la case à cocher. Donc, ils leur ont pas donné le... C'est des trucs de malade, tu deviens barjot.
Non, mais franchement, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas l'impression que l'administration est là vraiment pour faciliter finalement l'entreprise. Puis aussi, je serai très attentif à quelle importance le ou la candidate donnera au projet ultramarin, et notamment en Guadeloupe et Martinique pour l'octroi de mer. Parce que ça, c'est un sujet. On a deux camps, on a ceux qui veulent l'annulation de l'octroi de mer, on a ceux qui veulent le maintien. Ceux Toi, qui tu es veulent le plutôt... maintien, c'est des flambeurs. Je le dis cash, moi, hein. Ceux qui veulent le maintien de l'octroi de mer, c'est des flambeurs dans la politique. Si vous pensiez au peuple, vous annulerez depuis longtemps l'octroi de mer. Parce que la double taxation, c'est bon, il y en a, ça pèse. On a la TVA plus l'octroi de mer. On est doublement taxé, plus après la vie chère et l'éloignement avec les centrales d'achat que vous imposez Mhm. d'utiliser. Mais on te dira que tu perds effectivement une marge de manœuvre avec justement cet octroi de mer qui Marge représente de manœuvre. plusieurs centaines de millions d'euros quand même. Moi, je suis désolé, il y a des projets qui se font en Guadeloupe, notamment culturels, qui sont hyper mal gérés, où tu as deux pèlerins, trois pelés, alors parce qu'il y a une mauvaise communication. Je préférerais qu'ils fassent des économies sur des événements comme ça qui ramènent 20 personnes et qui leur ont coûté 15 000 euros, que ça bénéficie à tous les Guadeloupéens pour des économies alimentaires, plutôt qu'aller faire la Java à droite à gauche et que c'est super mal géré. Moi, je parle cash. Donc fin de l'octroi de mer pour toi et peut-être réévaluation de la dotation Mais globale. réorganisation, même en dehors de la réévaluation de la dotation, réorganisation. Quoi, ils veulent pas faire l'assemblée unique? T'as département et région. En Martinique, ils ont l'assemblée unique. Et même eux, là, ils ont fait en sorte de rentrer dans le collectif caribéen, là, j'ai oublié Le comment CARICOM. CARICOM. Ça, c'est génial. On va en bénéficier un petit peu, mais c'est grâce à eux. Nous, il faut aussi qu'ils nous donnent l'autorisation d'aller commander du pétrole au Venezuela ou dans les îles caribéennes d'à côté, de faire des collaborations commerciales. Ce sera super gagnant. Au jour d'aujourd'hui, notre pétrole, il sort d'Europe du Nord. C'est pas logique, mon gars. On a du pétrole à côté qui pourrait coûter moins. Et les usines de raffinement. C'est pareil pour l'alimentaire. Il y a plein de trucs qui pourraient venir d'îles anglophones à côté qui coûtent largement moins cher. Parce qu'on n'est pas sur les mêmes économies. Tu vois, la Donc pour Dominique, toi, assemblée unique, évolution statutaire, et on clairement, commence à clairement, gérer différemment. clairement. Faut pas rester comme on est là. Ça coûte cher à tout le monde. Moi, je le vois bien dans les boissons. Je prends un exemple très concret. Une bouteille de vodka qu'on fait venir de France. Le produit sorti de l'entreprise qui nous le vend, son coût, c'est inférieur à 2 euros. Le coût arrivé en Guadeloupe, c'est 9,90. Tu vois, la proportionnalité de taxes, c'est un truc de malade. Entre la TVA, la taxe sur l'alcool, la vignette sécurité sociale, l'octroi de mer, c'est un truc de fou. Et ça, c'est pareil dans l'alimentaire. Sauf que bon, il n'y a pas les taxes sur l'alcool. Il y a plein de trucs à revoir. Et c'est pas en restant dans son canapé à scroller et rien dire que ça va changer.